Le chapitre 985 de One Piece vient de sortir et il marque un énorme tournant dans l'arc Wano. Le vrai visage de Kaido, la grande guerre qui s'annonce et tous les détails cachés que vous avez pu manquer, je vous propose qu'on voit tout ça ensemble et maintenant. Parlons déjà du face-à-face entre Kanjuro et les fourreaux rouges devant l'entrée secrète d'Onigashima. Cette scène qui commence dès les premières pages trouve sa vraie réponse à la toute fin du chapitre et il était facile de passer à côté. Lors de cet affrontement qui s'est déroulé et qui ne nous est pas montré en détail, l'un des personnages est sûrement mort ou a été grièvement blessé. Ce qui nous y fait penser, c'est cette case, à la dernière page, qui nous montre un katana ensanglanté et les larmes de Kiku qui coulent à travers son casque. Ce katana, ce n'est pas l'arme de Kaido qui vient de décapiter Orochi, puisqu'on reconnaît clairement le pantalon de Kiku. Il y a plusieurs explications possibles à cette scène. La première est la mort de Kanjuro, qui bien qu'il soit un ennemi, était extrêmement proche des fourreaux rouges et le tuer malgré sa trahison aurait quand même pu déchirer le cœur de Kiku. L'autre explication possible est la mort de l'un des alliés des fourreaux rouges, comme Itzo par exemple, qui est le frère de Kiku et qui aurait pu tomber au combat. Personnellement, je penche plus pour la mort de Kanjuro, même si j'ai l'impression que c'est encore un peu tôt pour nous débarrasser d'un tel personnage. Si c'est le cas, le prochain chapitre pourrait le montrer agonisant lors d'une scène qui nous ferait avoir un autre point de vue sur le personnage. Affaire à suivre. L'un des points les plus importants de ce chapitre concerne Yamato, qui pourrait s'avérer être infiniment plus puissante qu'on ne l'imagine. Les menottes qu'elle a au poignet sont vraisemblablement les mêmes que celles que portent les prisonniers dans les prisons d'Udon. Vous savez donc ce que ça signifie, elle pourrait être faite en granit marin pour empêcher Yamato d'utiliser les pouvoirs de son fruit du démon. Et si on en croit ses paroles, elle les porte depuis plus de 20 ans, ce qui signifie que Kaido doit craindre plus que tout les pouvoirs de son fruit si elle en a un. Ou alors, un pouvoir qui lui permettrait de changer le cours des événements ou d'échapper définitivement à Kaido. Yamato porte ses menottes depuis plus de 20 ans, ce qui tombe tout juste avec les événements de la chute d'Oden et de la disparition de Toki Kozuki. Yamato pourrait donc posséder un pouvoir aussi puissant que celui de Toki, qui lui permettrait peut-être de voyager à travers le temps. C'est l'option qui me semblerait la plus logique, si elle a un fruit du démon, puisque je vois mal Kaido redouter un fruit basé sur la puissance en combat, lui qui est réputé invincible. Passons maintenant à la scène qui a dû tous vous choquer et qui m'a choqué, je parle bien entendu de la décapitation d'Orochi par Kaido. Sur ce coup, Oda a fait très fort et c'est vraiment très osé de sa part de proposer une scène aussi crue. Ça m'a donné le même feeling que la scène du premier chapitre dans laquelle Lukiru tue l'un des bandits qui menace Shanks. C'était vraiment violent et inattendu. Mais je vous le dis, j'ai beaucoup de mal à croire à la mort d'Orochi. Il ne faut pas sous-estimer celui qui a quand même réussi à s'élever au rang de shogun et surtout ne pas oublier quel est son fruit du démon. Le fruit du démon d'Orochi est inspiré de Yamata no Orochi, le dragon légendaire à 8 têtes de la mythologie japonaise. Reste à savoir si ce fruit fonctionne comme une hydre, qui est un autre animal légendaire possédant plusieurs têtes. Les hydres ont la particularité de pouvoir faire repousser 2 têtes à chaque fois qu'elles s'en font couper une. Autrement dit, si le fruit d'Orochi fonctionne ainsi, chaque fois qu'il perd une tête, il pourrait devenir plus puissant. On pourrait alors arriver à un moment de l'arc dans lequel Orochi représente une réelle menace pour Kaido, ce qui permettrait d'équilibrer aussi les forces en proposant 3 camps bien distincts. La capitale des fleurs et ses fidèles, l'armée de Kaido sur Onigashima, et enfin les forces de la rébellion et des Mugiwara. Ce ne sont bien sûr que des hypothèses, mais quoi qu'il en soit, ce chapitre nous fait vraiment entrer dans le vif du sujet. J'espère que désormais les choses vont s'accélérer et que la grande guerre va enfin commencer. Toutes les forces sont en place et prêtes, et certaines d'entre elles n'ont pas encore fait leur apparition, mais on en parlera dans une prochaine vidéo dès ce week-end. Likez cette vidéo et surtout abonnez-vous en activant les notifications si vous avez apprécié et appris des choses en la regardant. C'est très important pour nous soutenir. C'était nos premières réactions de ce chapitre et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une excellente journée et portez-vous bien. À bientôt sur le Blue Channel.